Eh bien voilà, le chrono est parti. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette première table ronde de la journée. Nous allons évoquer un thème qui concerne aujourd'hui quasiment tout le monde, toutes les entreprises. On en parle de plus en plus. C'est un problème aussi de... C'est pas un problème, c'est un sujet de société, l'économie circulaire. Alors on a 4 spécialistes de l'économie circulaire, mais à des niveaux, avec des perspectives très différentes. Muriel Macquénéon, bonjour. Donc, Bonjour. Bonjour. Alors, au CETIM, vous vous occupez d'économie circulaire. Vous avez eu vous avez fait le tour. Vous êtes une grande spécialiste de l'industrie, donc vous connaissez bien l'économie circulaire aujourd'hui. On commence à bien connaître les composantes, oui. Voilà. Pierre Georgeot, bonjour. Vous êtes directeur R&D emballage chez Lactalis. Bonjour. Et on aura avec vous la vision de l'industriel. On verra quels sont aujourd'hui les modes de réflexion et de pensée dans l'éco-conception des produits, pour justement entrer dans ce cycle vertueux. Grégory Richat, bonjour, vous êtes directeur associé du cabinet OPO et vous êtes spécialiste de l'économie circulaire puisque vous allez sortir un livre au mois de septembre. On en parlera peut-être tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Et puis Benjamin Sevilla, vous êtes cofondateur de la plateforme Upcycling Repetita. Bonjour. Et là aussi, vous nous parlerez de votre concept. On a un petit aperçu à l'écran. On verra avec vous comment on peut on peut pousser très loin la réflexion, même sur les meubles. Alors, on démarre avec vous, peut-être Muriel. L'économie circulaire, c'est un sujet dont le CETIM s'est emparé il y a quelques années maintenant. 2 ans. À peu près. Voilà. Et comment vous le voyez? Vous avez tracé un peu des priorités. Parlez-nous un peu de ce contexte de réflexion que vous avez au CETIM sur ce sujet. Tout à fait. Alors, pour commencer, je vais rappeler ce qu'est le CETIM. Donc, c'est un institut technologique qui a été créé à la demande de la Fédération des industries mécaniques par l'État. Et donc, il y a une co-tutelle qui oriente et qui mutualise en fait les travaux de R&D pour la mécanique. Donc depuis plus de 50 ans maintenant, nous avons accumulé et consolidé beaucoup de compétences en support aux industries mécaniques et assimilé, on va dire, puisque dans la mécanique, on va retrouver aussi de la mécanique des fluides, on en parlait avec Lactalis, ou des composantes matériaux, composites, etc. etc. Et donc fort de toutes ces compétences qui sont des socles, on va pouvoir adresser des problématiques des fabricants, des concepteurs, des transformateurs de métaux, avec une logique toujours d'optimisation industrielle. Et quelque part, la réflexion qu'on a aujourd'hui sur l'économie circulaire, c'est celle que n'importe quel industriel peut avoir quand il veut optimiser son outil de production. Il va regarder qu'est-ce qu'il peut optimiser, améliorer sur le plan économique essentiellement. C'est un bon sujet, je prends la main pendant qu'il y a l'annonce, comme ça après je vous redonne la parole. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on peut aborder l'économie circulaire finalement comme une voie d'optimisation, même de tout le process industriel. C'est pas seulement, beaucoup de gens la voient comme une contrainte, on peut l'envisager comme vraiment un axe d'amélioration à tous les niveaux, quoi. Oui, parce que si on regarde bien les 7 composantes de l'économie circulaire, décrites par l'ADEME, alors après il y a plusieurs descriptions, mais en gros il y a le volet territorial en premier. Ensuite il y a les aspects de conception, et donc essentiellement l'éco-conception, puis il y a également toute la fin de vie du produit. Et le principe de l'économie circulaire, c'est de passer d'une économie linéaire à une circulaire, et faire en sorte que la fin de vie disparaissent et qu'on diminue au maximum, je pense qu'on reviendra dessus, la notion de déchet fin de vie. Voilà. On repousse, on diminue et derrière ça, il y a plein de technologies. Et puis ça re-questionne aussi l'image qu'on avait quand on parle de déchets, de tout ça. Aujourd'hui, on peut parler plus généralement de ressources ou de matières. L'aluminium se recycle à 100%, donc c'est très vertueux. On peut recycler des canettes. Pourquoi on incite vraiment tout le monde, et on parle beaucoup des citoyens, il faudrait aussi qu'on ait cette optique en entreprise, mais voilà, les matières peuvent se recycler vraiment. Alors, complètement, mais ces notions-là de recyclabilité, oui. qu'on sait estimer, quantifier, etc., elles sont très éloignées de la réalité terrain qui est du pourcentage de matières recyclées. Et là, il y a bien sûr la techno de recyclage qui doit pousser, mais on est quasiment mature sur tous les matériaux.
Mais il y a aussi la filière. Et la filière de collecte, de tri des déchets qui vont être en mélange, contaminés. Dans la mécanique, on va avoir des déchets avec des fluides de coupe, par exemple, qu'il va falloir nettoyer. Donc tout ça, derrière, il faut imaginer tout ce qu'on pourrait faire. Et il y a des questions de volumétrie. Et là, on rejoint les volets économiques, en fait, qui vont être un peu des freins au développement des filières. Ok. On va voir avec vous, Pierre, justement l'approche de l'industriel par rapport à cette thématique, notamment au niveau de l'emballage, qui est un gros sujet. Vous êtes chez Lactalis, alors on va très rapidement passer peut-être sur les premières slides du groupe qu'on connaît, mais enfin voilà, on n'est pas là pour la pub. Oui. On va se remettre à l'heure du petit déjeuner en parlant avec vous, parce que là on est sur les produits, voilà. Alors Lactalis, c'est une entreprise française, donc économie circulaire, on parle de local, et c'est une entreprise française qui est de grosse taille, qui est de taille mondiale, mais qui est très locale, parce que la matière première est locale. Et en gros, l'entreprise travaille sur la chaîne alimentaire, donc un élément quand même assez vital, et fait le lien entre la ferme et le consommateur. Et en fait, il y a deux grandes étapes. Il y a de la ferme à la laiterie et de la laiterie au consommateur. Alors, Lactalis en France, c'est un peu plus de 15 000 personnes, 4 milliards de chiffre d'affaires. Dans le monde, c'est 85 000 personnes, 22 milliards de chiffre d'affaires. Quasiment sur le produit lait, sur le produit lait. Voilà comment pour l'entreprise. Ok. Alors, pour faire le lien sur la chaîne de l'alimentation, le consommateur est très important parce que dans la chaîne de la consommation, un des grands décideurs, c'est le consommateur. Et dans la communication entre Lactalis et son consommateur, je dirais de la laiterie au consommateur, il y a des marques. Et ces marques vont avoir un rôle dans aussi l'information du consommateur. Alors il y a des grandes marques et on voit la culture française et européenne, Président, Galbani, la cuisine, donc les produits sains, mais aussi des produits savoureux au travers de cette culture franco-italienne. Franco-italienne, parce que vous avez développé des marques, là on le voit, avec les Italiens, justement, récupérer peut-être des... Alors ce sont des marques, Galbani est une marque italienne, parce que bien sûr il y a une activité partout dans le monde, 60% c'est en Europe, on va dire une 25% ou 30% dans les Amériques et le reste dans le monde. Mais on garde cette culture de tradition locale, française, italienne, au travers des produits. Alors cette année, le groupe a formalisé sa politique avec 3 piliers sur le RSE. Les hommes et les territoires, les produits et les territoires, et la terre et les ressources. Et comme 3 priorités dans les axes de travail. On ne va pas travailler que sur cela, mais les 3 grandes priorités, c'est l'empreinte carbone, la réduction de l'empreinte carbone, des emballages responsables et puis le bien-être animal. Alors, moi, je suis l'expert emballage, on va parler d'emballage et des engagements. En 2025, c'est d'avoir 100% de nos emballages screenés avec un outil d'éco-conception scientifique. C'est le rôle des gens de R&D, je suis un scientifique. C'est d'avoir une vision, on va dire, scientifique, mesurée, et non pas la perception. On a beaucoup la perception qui est dans la communication avec le consommateur, mais il y a un moment, il faut avoir une vision scientifique. Quel est l'impact réel ? 100% des emballages devront porter des consignes de tri, là dans la relation avec le consommateur, pour aider le consommateur à faire que la chaîne circulaire fonctionne. Et puis l'intégration au minimum de 30% de matières recyclées dans nos emballages. C'est comment boucler la boucle. Et à horizon 2033, c'est faire en sorte que 100% de nos emballages soient recyclables dans des filières qui existent. Et on insiste lourdement sur dans des filières qui existent. Alors dans les pays où suffisamment matures, où il y a ce qu'on appelle le système de responsabilité élargie des producteurs. Alors pour nous, l'emballage reste un outil. C'est-à-dire dans la chaîne alimentaire, entre la ferme et la laiterie, on va voir le camion-citerne. C'est un emballage par extension, mais qui est réutilisable. Il est circulaire celui-là.
Mais de la laiterie au consommateur, on va utiliser les emballages de grande consommation. Et ces emballages, leur premier rôle, c'est de protéger le produit. Les produits laitiers sont excessivement sensibles sur le plan bactériologique. Lumière, chaleur et tout, Lumière, ils sont très chaleur sensibles. et bactériologique. Et on a besoin de l'emballage. Et on sait très bien que sans emballage, on peut faire une économie sur l'emballage. Mais il faut trouver le juste équilibre entre le ni trop peu. Parce que s'il y a trop peu d'emballage, on va avoir des impacts négatifs sur le produit. Et perdre un produit laitier, ça n'a pas de sens. Donc le rôle de l'emballage est vraiment très important, y compris dans le respect de l'environnement. Alors on a défini 3 axes. Le premier axe, c'est le juste emballage, ni trop ni trop peu, on va dire l'éco-conception. Le deuxième axe, c'est comment arriver à la circularité, la développer. Et puis le troisième axe, c'est sensibiliser le consommateur pour mettre en place aussi la circularité et contribuer à fermer la boucle en écosystème. Même si Lactalis est une entreprise de taille importante, on a très très bien compris que tout seul, on ne ferait rien du tout en fait. Si on ne s'inscrit pas dans un écosystème en travaillant avec nos concurrents, on n'arrivera pas à monter quelque chose qui fonctionne. C'est quelque chose qui n'est pas culturellement profondément inscrit dans les entreprises, puisqu'on fonctionne plutôt sur le mode de la concurrence. Mais il faut, je dirais que c'est un mode de fonctionnement un peu nouveau, c'est un peu une révolution. Ouais, elle est quasiment indispensable si on veut faire avancer les choses. Très bien. On va peut-être remarquer une pause. On aura après tous les exemples concrets. On reviendra là sur les emballages. J'aimerais qu'on reste sur justement ce point que vous évoquez. On parle de compétiteurs aujourd'hui. C'est un peu ce que vous venez de dire. On est entre concurrents, mais on a besoin, pour l'écosystème global, pour le contexte, de réfléchir conjointement sur des normes, des règles d'emballage. Alors c'est valable pour l'emballage, mais c'est valable pour la technologie aussi. Ça va aussi dans le sens de l'open innovation, hein, l'innovation ouverte, où on va faire travailler des compétiteurs ensemble pour que tout l'écosystème en profite. C'est assez nouveau, comme vous le dites, c'est pas dans les... Mais on peut le dire, c'est un thème très actuel et qui va rester aujourd'hui dans le monde des entreprises. Grégory, qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, si on regarde l'économie de la circularité, déjà, vous venez de le dire, c'est au-delà d'une opportunité de faire de l'optimisation dans les usines et tout ça, c'est indispensable. C'est-à-dire que moi, je pense dans les 3 ans, tous les industriels ici qui resteront linéaires, c'est-à-dire qui vont sourcer loin, produire, jeter derrière, sans rien faire, sans même savoir des fois ce que deviennent leurs produits derrière, je pense qu'ils ne tiendront pas. On le voit déjà aujourd'hui avec la crise sur la supply chain, la crise de la demande, la réglementation qui évolue. Donc en fait, cette industrie linéaire qui est une industrie qui génère l'obsolescence des produits, elle génère sa propre obsolescence. Donc moi, le premier point, c'est qu'il n'y a pas de futur pour cette industrie linéaire et il faut pivoter. C'est un terme qui m'est cher. Il faut pivoter vers une autre industrie qui est une industrie qui est circulaire de bout en bout, au-delà du cœur d'usine, sur ses modèles économiques, sur ses ressources. Et pour faire ça, pour répondre à votre question, on ne peut pas avoir ce qu'on appelle des produits fermés, il faut être sur des produits ouverts. Un produit ouvert, un produit fermé, c'est un iPhone. Qui sait ouvrir un iPhone? Qui sait le réparer? C'est pas possible. Tous les ans, tous les 2 ans, on en change. C'est de l'obsolescence qui est même au-delà du technique. C'est une obsolescence de mode aussi qui est programmée. Un produit ouvert, c'est un produit qui peut être opéré par plusieurs personnes tout au long de son cycle de vie pour être encore augmenté de nouveaux cycles de vie. Il y a un très bon exemple de Keepit qui font des bouilloires, une start-up industrielle à Toulouse, qui est en open source et qu'on peut soi-même ouvrir, qui est réparable, toutes les pièces de rechange sont disponibles, mais qu'on peut opérer soi-même. Donc on peut même faire des développements de programmation de bouilloires qu'on soumet avec une licence Creative Commons à Keepit qui valide, et on peut créer de nouveaux usages qu'on ne connaît pas encore pour demain sur le produit. Et c'est cette notion d'ouverture du produit qui permet d'en augmenter la durée de vie, qui est un des facteurs clés. Voilà. Et quand on pense environnement, je rebondis juste sur c'est quoi l'avantage pour l'entreprise de faire ça. Alors déjà, Keepit sont made in France. Donc s'il n'y a pas de ressources
en Chine, c'est pas grave. Voilà, exactement. Si le port de Shanghai, je sais pas quoi, est bloqué, s'il y a un coup de vent sur le canal de Suez qui est bloqué, c'est pas grave, vous pouvez acheter votre bouilloire. Donc c'est quand même un facteur. Vous parlez de local. Je pense qu'il faudrait renommer Global Industrie en multilocal industrie. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'avenir dans une industrie multilocale par grande région que par une. Voilà. Donc ça, c'est un premier point qui est. Ouais, il faut noter. Ouais, mais oui, je veux le noter. C'est vrai que c'est très très sympa ça. Notion multilocale plutôt que globale. Multilocale, c'est vraiment. Et quand on réussit un modèle sur une région comme l'Europe, la question c'est pas d'exporter parce qu'on va créer en plus du carbone en exportant, mais c'est de le recréer dans une autre région en restant local. Donc ça, c'est un des grands fondements de l'économie circulaire, c'est l'économie du circuit court avec tous les avantages que ça comporte. C'est allonger la durée de vie des produits parce que si vous avez une machine à laver qui avant durait 30 ans, maintenant dure 5 ans. Si vous la réparez, donc vous faites appel au groupe Envie ou Murphy qui répare des machines à laver, eh ben, elle peut durer 10 ans, eh ben, vous réduisez votre empreinte carbone de quasiment 2 fois 2 parce que ça reste local. Et donc, pouvoir augmenter la durée de vie, réparer pour donner des secondes vies et ensuite d'avoir des plateformes, des marketplaces qui permettent de Comeback Market ou d'autres. En fait, tout ça génère une nouvelle économie qui est une économie plutôt low-tech. Des gens qui réparent, c'est un peu Luke Skywalker qui répare son sabre laser et ça dure pendant toute la saga versus James Bond qui a tous les épisodes, il y a une voiture qui est crashée quoi. Oui. Donc c'est voilà, en termes de super-héros, on est plutôt côté la saga Star Wars que les montres Rolex où chaque ah tiens, j'ai une nouvelle montre. Eh ben non, voilà. Le Millennium, il dure toute la saga. L'iPhone, je pense si vous le donnez au tout début, il fait pas toute la saga, il fait peut-être un épisode, mais pas plus. Et donc tout ça, c'est plutôt de la low-tech. C'est très collaboratif, c'est très ouvert, c'est très local, ça change les chaînes de valeur. Ça implique aussi très différenciant pour les entreprises aussi qui le font. Tout à fait, ça change aussi le regard du consommateur. Quand on évoque le gars qui va réparer sa bouilloire, il va déjà s'intéresser comment elle marche. C'est sympa. Il peut faire évoluer aussi pour la communauté entière. Et dans les consommateurs, il y a forcément un petit 10% de gens qui aiment bien la bricole, qui se disent tiens, qui vont s'éclater sur le truc. Et du coup, ça implique le consommateur dans la marque, dans le produit, dans le. Exactement. Ça tisse un lien supplémentaire entre la marque et le consommateur. C'est un vrai différenciateur pour les entreprises. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de startups industrielles, pas digitales, mais des startups de la tech et de l'industrie. Quand je parle de tech, c'est physique, il y a un truc qu'on touche, qui se différencient. Il y a Veja, par exemple, sur la ressource en amont. Il y a Keepit. Il y a Gazeltech qui fait une voiture qui pèse 900 kg versus 1,5 tonnes, qui consomme 40% de CO2, qui génère 40% de CO2 en moins et qui se fabrique en micro-usine, pas en gigafactory. Donc on distribue l'emploi. Et ben ces boîtes-là, elles passent au JT de TF1. Et en fait, c'est un facteur de différenciation déjà pour ces. Donc l'idée, c'est comment on aide ces boîtes aujourd'hui à grandir parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour les faire grandir, ces entreprises-là. On va beaucoup investir dans les licornes du digital, etc., mais qui vont créer beaucoup moins d'emplois et qui ne seront pas dans un monde réel. On ne va pas vivre dans le métaverse, on va vivre avec des vrais bouilloires, etc. Donc il faut les aider, ces boîtes-là. Et en plus, elles viennent titiller les grands groupes. Parce que quand dans un supermarché, on a Bob, le lave-vaisselle ou Keepit, et qu'à côté, on a notre propre bouilloire qui existe depuis des années, qui est garantie 3 ans, et ben en fait, on est plus compétitif. Et donc voilà. Donc ça, c'est un énorme avantage aussi. C'est-à-dire que c'est une économie qui est différenciante sur les business models, qui est sobre en matière, qui est beaucoup moins carbonée. On peut faire 40 ou 70% d'économie de CO2 parce qu'on fait du circulaire sur la ressource, sur la réparation. Donc en fait, c'est un truc génial. Et en fait, c'est très très peu. On parle beaucoup de décarbonation de l'énergie, mais c'est la moitié des leviers pour décarboner, c'est l'énergie. L'autre moitié, c'est le circulaire. Et il y a un gros enjeu à que ce soit quelque chose qui remonte au même niveau dans les politiques publiques, dans la prise de conscience des comités de direction, parce que c'est beaucoup d'avantages et beaucoup de sens et de réengagement pour les équipes aussi. Carrément, et ça rencontre son public beaucoup chez la jeune génération, avec des Vinted qui vont chercher des vêtements. Et ben, on va évoquer justement votre plateforme, Benjamin. Oui, le point de départ, racontez-nous un peu cette aventure. Nous, le point de départ de Repetita, et je rebondis sur ce que vous disiez, c'est qu'en fait, on est sur un vrai pivot aujourd'hui, mais au-delà d'économie, c'est même de société, en fait. On passe vraiment du toujours plus de profit, plus de ressources, à du toujours mieux.
en fait. Et le toujours mieux, ça ne veut pas dire qu'on va perdre de l'argent, ça ne veut pas dire qu'on va détruire des emplois. Au contraire, le toujours mieux, c'est qu'on va être plus durable et ça va surtout bénéficier à tous, en fait. Il y a une conscience collective qui se développe de plus en plus. Et avec Laurence, donc quand on a créé Repetita, ça a été notre point de départ, en fait. De base, on est passionné d'ameublement et de déco, mais également il y a eu la loi qui rentre en cours, la loi AGEC, donc vous avez déjà peut-être entendu parler, donc anti-gaspillage et économie circulaire, qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2022, qui interdit toute destruction d'objets pour les marques d'ameublement, décoration, art de la table, etc. Et en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que c'est très bien cette loi, mais dans le maillage français en fait, de cette industrie, c'est beaucoup de PME, grosses PME, qui n'ont pas forcément ni les ressources, ni dont c'est le sujet forcément dans les états-majors pour accompagner ce changement. Et on s'est dit, comment est-ce que nous, on peut être une solution, aller contribuer justement à du mieux dessus. Et c'est pour ça qu'est venu Repetita. Et Repetita, en fait, c'est une plateforme qui propose aux marques de meubles et déco made in France d'ouvrir leur boutique officielle d'occasion. C'est-à-dire que tous les produits qui ne sont pas à date valorisés, retour de SAV, du prototype, des modèles d'expo, ces marques vont pouvoir, vu qu'ils sont produits qui ne sont pas vendables neufs, les vendre et les proposer du coup sur la plateforme, donc sur une méthode de dropshipping, et du coup aller permettre aller de vendre 3 tables qui sont revenues d'un retour de shoot, qui ont peut-être une petite rayure, qui jusqu'à présent pouvaient partir à la benne. C'est quand même tellement dommage, d'autant plus que ça permet aussi de donner accès à beaucoup de monde au Made in France, qui est effectivement, même si c'est une vraie volonté des gens de consommer français sur l'ameublement et la déco, il y a 80% des Français qui disent oui, moi je veux consommer français. Et donc l'intention est là. Par contre, dans les faits, ça ne se retrouve pas toujours là dessus. Et en parallèle de ça, pour aller plus loin, au-delà de valoriser tous ces produits qui ne sont pas neufs, on a ouvert également toute une partie aux boutiques d'upcycling. Alors l'upcycling, enfin surcyclage en bon français, c'est le réemploi en fait de matériaux. Ce sont plein de marques, il y a plein de marques et plein de créateurs, de designers, de choses qui se créent, qui réutilisent des matériaux existants pour faire des produits, notamment meubles et déco. Je pense chez nous, on a par exemple Uli, qui est une marque de coussins qui achète les chutes de tissus de maisons de luxe françaises, de défilés, etc., qui effectivement, elles, souvent sont vraiment mis dans des sacs poubelles et s'en sert pour faire des coussins de décoration dessus. On a Kataba aussi, on a des grands meneurs de fil sur le sujet. Donc on a vraiment ces deux pans. On a ouvert justement permettre aux entreprises d'avoir un espace qualitatif et valorisé pour aller leur montrer que oui, la seconde main, c'est chic et c'est beau et ça a une valeur. Et également aider à structurer et à construire toute la méthode de l'upcycling. Et dans un temps 2, pour aller un peu plus loin, nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir cette plateforme aux particuliers pour que les gens puissent aller vendre et acheter leurs produits Made in France entre eux et créer ainsi une cote du mobilier de la déco Made in France, parce que versus Le Bon Coin, qui est très bien, hein, mais qui est un grand bazar généraliste en fait de la seconde main, là, c'est dire on va s'adresser à des cibles, à des gens qui ont quand même déjà une envie et une appétence pour le Made in France et la déco. Et c'est ce qu'attendent d'ailleurs les nouvelles générations. On a les 18-35, il y a 70% des 18-35 qui, par réflexe, vont aller regarder s'ils ne peuvent pas trouver de la seconde main. Donc toute la génération milléniale, c'est qui arrive, c'est même pas qu'ils ont changé, c'est que c'est déjà le réflexe de base. Même moi qui ai presque 40 ans, demain j'achète des fringues de ski, je vais aller acheter des fringues d'occasion et je ne vais pas aller acheter... Donc c'est vraiment rentrer déjà dans les mœurs, et la société, et c'est exactement ce que vous disiez, a déjà pivoté. Donc maintenant, c'est comment on peut accompagner les entreprises dans le changement pour prendre le train et que ça soit favorable à tous. Intégrer aussi cette notion, parce qu'avant on était basé sur la croissance, on fabrique, on produit, on fait de l'emploi, etc. Et maintenant c'est quand même un changement très radical et qui a des racines et qui a des implications très très loin quelque part. Si on se dit on n'est plus dans la production à tout va, on va être dans une production raisonnée, etc. Raisonnée, et même dans les méthodes de fonctionnement des entreprises, c'est qu'aujourd'hui, ça n'interdit pas la croissance, parce que plutôt, ce qu'on disait souvent avec Laurence, c'est que plutôt que faire des remises, faites des reprises. Vous avez des clients, vous leur avez vendu une table basse, vous leur proposez s'ils veulent en changer, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le meuble et la déco, on ne garde pas une table basse et une décoration pendant 20 ans, pendant 30 ans, ça n'a pas un objet fonctionnel comme une machine à laver. Donc du coup, c'est réfléchir dans ces entreprises, comment les produits qu'on a mis sur les marchés, on peut les reprendre, les réparer, ou proposer aux gens de les réparer, ou alors, si les gens veulent changer, leur proposer un circuit dans lequel ils peuvent les revendre. Alors, ce qui serait peut-être intéressant de regarder maintenant avec tous les deux, Muriel et Pierre, ça serait, on a évoqué l'upcycling, donc des matières qui vont être recyclées. Ça me faisait penser à
des coquilles d'huîtres. Là, je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a une start-up dans l'Aquitaine. Il récupère les coquilles d'huîtres, il les broie, il les mélange au béton. Et il les mélange au béton et en fait, il garde toutes les caractéristiques de la matière, sauf qu'on a 30% de matière en moins, de béton en moins. Merci beaucoup pour ce petit moment restauration. C'est une chose, on va parler aussi du recyclage avec vous. Muriel, comment vous le voyez ça sur un plan justement CETIM, purement CETIM, cette idée d'aller chercher des matières, des nouvelles idées? Des nouvelles matières. Alors, on a un petit souci dans la mécanique. On a abordé déjà là, pas mal de notions, notamment la notion de durabilité et de réparabilité, par exemple. Et il se trouve quand même que dans la mécanique, on fait déjà des produits durables et réparables. La durée de vie d'une machine-outil, c'est 30 ans. Le parc actuel industriel, il a 18 ans d'âge. On est déjà sur des équipements qui sont durables. Bon. Ils sont de fait assez onéreux, donc ils sont réparables et ils sont réparés aussi en termes d'outils de production. Donc on a peu de marge de manœuvre de ce côté-là, si ce n'est à pouvoir indiquer, à commencer par là en fait, la réglementation qui va arriver, ça va être ça, c'est quelle est la durabilité de l'équipement. Bon. Après, on va travailler sur donc, les autres axes qui vont être l'optimisation de matière, de consommation de matière pour le fabriquer, un nouvel équipement. Donc on a toutes les démarches éco-conception qui sont matures maintenant chez nous depuis 20 ans pour utiliser moins de matière, faire en sorte d'utiliser de la matière recyclée quand elle est disponible et sourcer des biomatériaux, des biolubrifiants. On a quand même un souci de fond, c'est que la mécanique fabrique des équipements de sécurité pour beaucoup. Et quand on a une filière aéronautique, une filière nucléaire, de l'automobile également, puis on a le médical et l'alimentaire qui ont d'autres impositions en fait, les libertés de choix de matériaux sont très faibles. Et non seulement les matériaux sont presque imposés par le donneur d'ordre, il n'y a pas que le matériau, il y a aussi tout le process de fabrication derrière. Donc si on veut muter vers des nouveaux matériaux, avec moins de substances, moins de polluants pour l'environnement, il faut qu'on valide toute la conception des pièces et les moyens d'arriver à des produits. Donc ça prend 10 ans. Donc c'est pas pour tout de suite, mais on engage des travaux là-dessus, dans la mesure des moyens de la mécanique, voilà, qui est déjà... On n'est pas sûr de la low-tech, hein, mais au contraire, on intègre toutes les technos de l'industrie du futur de pilotage pour faire de meilleures performances. Mais les marges de manœuvre de ce côté-là sont quand même assez faibles. Oui, puis en parlant de nouvelles matières, il y a la fabrication additive aujourd'hui qui permet de mélanger des poudres. Donc il y a des belles directions, mais on est encore au tout début, de la techno. Donc il y a très peu de on est en train de valider des choses, mais il y a des voies intéressantes qui se développent sur des nouvelles matières. On mélange de l'alu et du titane avec comme ça pour économiser puis trouver des nouvelles matières, quoi. Voilà. Peut-être on peut revenir à vous, Pierre, avec des exemples. On était sur le juste emballage tout à l'heure. Alors, vous, votre problématique, c'est réduire le plastique, on l'a compris. Alors, on le voit. Dans l'économie circulaire, un des premiers éléments, et vous citiez la loi AGEC, c'est anti-gaspillage et économie circulaire. Je pense que... on peut le dire, un des éléments fédérateurs des chaînes de valeur, c'est la loi. Hein. C'est un outil puissant qui va fédérer un écosystème. Alors, j'ai donné quelques exemples d'anti-gaspillage ou de réduction pour ne pas faire que l'économie circulaire, celle qu'on l'imagine. On va balayer. L'exemple précédent, c'était... Sur un produit iconique de président, on a réduit cette année, là, 1 gramme. C'est rien, 1 gramme sur la cloche de la motte. Mais ça fait, à la fin de l'année, ça fera 30 tonnes de matière économisée et l'équivalent de 2 500 000 cloches économisées. Ça demande des investissements. On parlait, les machines, elles vont durer 30 ans. Et là, il a fallu qu'on refasse tous les outillages d'injection. Ça coûte de l'argent. Pour gagner 1 gramme. Pour gagner 1 gramme, on va dépenser. Il faut voir si c'est vraiment de la lutte. Et les investissements, ce sont des centaines de milliers d'euros.
Donc, il faut savoir dépenser de l'argent et s'inscrire dans la durée. On ne peut pas tout changer en 6 mois. Un autre exemple, c'est sur une boisson où il y avait un couvercle. Alors, le couvercle avait une fonction d'identification dans les linéaires. On a décidé d'enlever le couvercle et de remplacer ce couvercle qui servait aussi à boire par un nouvel opercule, une petite feuille qui s'ouvre en 2 fois et qui permet de boire. Et grâce à ça, on a réussi à réduire de 50% le poids du plastique, c'était l'année dernière, et d'économiser 130 tonnes. Là, l'innovation, il y a 2 innovations. C'est de faire en sorte que le consommateur l'accepte. Et la deuxième innovation, donc expliquer, et la deuxième innovation, c'est aussi trouver un système innovant pour la boisson. Okay. Les pailles, l'année dernière en France, on a remplacé toutes les pailles plastiques par des pailles papier. Ça représente 15 millions de pailles, 5 tonnes de matière plastique économisée. Là, c'est un nouveau lancement. Ça va arriver dans les linéaires dans les semaines qui viennent. On a décidé de choisir un pot majoritairement conçu à partir de carton, 80% de carton. Ça fait 65% de plastique en moins. Alors après, quand on rentre dans la circularité, dans les filières, l'éco-conception, c'est aussi concevoir des solutions et là, des emballages qui disposent de filières. Et c'est très local, on revient au local. Moi, je me souviens, notre patron, propriétaire, lorsqu'il a commencé à prendre conscience, il m'a dit « Mais c'est quoi le bon matériau ? C'est le carton, c'est le verre, c'est le plastique, c'est l'alu ?» Le matériau qui est à côté de l'usine ? Oui, non, la vraie bonne solution, c'est déjà la solution qui s'inscrit dans l'écosystème. À la limite, une solution dite vertueuse, si elle ne s'inscrit pas dans l'écosystème, elle ne sera finalement pas vertueuse. Et là, l'exemple, c'est de dire, en France, on voit bien, il y a une matière d'emballage qui ne sera pas recyclée. Les filières ne vont pas se mettre en place. Donc, on a décidé, en France, de supprimer le plus rapidement possible tous ces emballages avec le PVC parce qu'il n'y aura pas de filière. Et plus largement, on pense que dans le monde également, il n'y aura sans doute pas de filière. Donc on a pris l'engagement 2025 de tendre vers des emballages sans PVC. C'est un exemple. Dans la circularité, on commence là, sur nos films de regroupement d'emballage de lait, pour les briques, pour les bouteilles, on intègre 50% de matières qui viennent de la chaîne de recyclage, qui ont déjà été utilisées. Alors c'est facilité parce qu'il n'y a pas le contact direct avec le produit. Ce sont des emballages secondaires, il n'y a pas la contrainte de l'alimentarité, ce qui facilite les choses. Cette année, ça fera 250 tonnes de matière en moins mis sur le marché. Tac. Alors, on a vu, alors on va... Et je dirais... Je regarde juste jusqu'où on va. OK. Oui, après, les autres solutions, c'est... Les autres, c'est un peu... Non, allez-y. Le titre, c'était du rêve à la réalité. Et oui, effectivement, on est en train d'assister à des quasi-révolutions sur le plan scientifique et industriel. Il y a 10 ou 15 ans, peut-être que je n'étais pas bien informé, mais même en tant qu'expert, je n'imaginais pas ce qui est en train de se passer. Et dans le cas des plastiques, les quelques exemples précédents, on a peu de solutions en fait qui soient aptes au contact alimentaire après avoir déjà été utilisées. C'est-à-dire que quand on récupère les matières dans la poubelle des consommateurs, ça va aller dans des centres de tri, ensuite dans des centres de préparation pour être recyclés. Pour les remettre au contact de l'aliment, on a très peu de choix aujourd'hui. Or, ce qui est en train d'arriver, et on y participe, on va dire, on est à l'échelle pilote. L'industrie aujourd'hui met en œuvre des solutions pour, à partir des plastiques notamment, revenir dans la chaîne de polymérisation ou dans la chaîne de la pétrochimie pour refaire des matières vierges. Et vous parliez d'upcycling, c'est vraiment, on part d'un déchet et on va refaire de la matière identique à la matière vierge. Donc là, on va redonner de la valeur à la matière.
Alors, Et ça, c'est par un processus chimique qui a été identifié, enfin chimique ou de transformation. C'était pas possible avant, et en se posant vraiment la question précise, comment je peux recycler du plastique pour l'alimentaire, on arrive aujourd'hui à trouver la bonne équation pour refaire une matière vierge. tout à fait. C'était dans les labos il y a peut-être 30 ans. C'était dans les labos. Et aujourd'hui, on est vraiment dans l'étape du pilote au gros démonstrateur industriel. Et nous, on peut commencer à acheter sur le marché des produits qu'on peut commercialiser. La preuve de concept, elle est faite. Et maintenant, il faut aller sur la mise à l'échelle. Il va falloir développer et faire accepter aussi aux industriels, démontrer dans la pratique que c'est jouable et que c'est... Il faut tout à fait. Et notre rôle, c'est de participer. Les matières ne sont pas disponibles pour remplacer tout du jour au lendemain. Elles sont très chères. Donc, passer de l'échelle petite industrielle à l'échelle, à la grande échelle, on ne peut pas le faire en 6 mois. Il n'y a pas la disponibilité, les coûts sont incompatibles avec les produits de masse. Donc, mais d'y participer, ça alimente la chaîne. Et donc, on s'inscrit. Il y a l'exemple des bouteilles de lait qui sont en PEHD, les bouteilles Lactel. L'année dernière, on a mis sur le marché 150 000 bouteilles avec cette matière, un peu révolutionnaire. Et cette année, on en mettra 2 millions sur le marché. Et donc, c'est de la matière purement circulaire. Voilà. On a fait sur nos beurriers également. Et je dirais un des autres éléments de l'économie circulaire, un des exemples en cours, qui est le cas des pots de yaourt. Ça fait des années que tout le monde essaie de trouver une solution parce que ce sont des quantités importantes. On parle de plus de 15 milliards de pots de yaourt mis sur le marché en France, les petits pots que vous cassez, là, les pots sécables. Et depuis maintenant 1 an et demi, il y a un groupement d'entreprises qui a été fédéré par les représentants de l'industrie des produits laitiers, le syndicat Syndifrais, Citeo, qui est l'éco-organisme français. On s'est mis tous ensemble et on travaille ensemble, vraiment en groupe de projet. On se réunit quasiment 2 fois par mois avec des sous-groupes et on est en train de construire une filière de recyclage avec de très bonnes probabilités d'y arriver. Et dans les partenaires industriels, aujourd'hui, on a des choses assez étonnantes. C'est Michelin qui s'associe au projet et qui étudie de manière très sérieuse la mise en place d'un site en France pour recycler cette matière. Alors avec la préparation, le recyclage, et on va, à partir d'un pot de yaourt, le traiter pour récupérer bien le plastique, le polystyrène, et ensuite le traiter pour revenir au monomère de base, pour ensuite le repolymériser et refaire des pots de yaourt. C'est un exemple. Lactalis tout seul était incapable de le faire. Bien sûr. Et seul l'ensemble de l'écosystème réussit à faire avancer les choses. L'exemple est riche parce qu'on voit qu'aussi Michelin, fabricant de pneus, qui est plutôt sur du caoutchouc, du latex, et qui n'est pas du tout dans le secteur, ça l'intéresse et il va probablement en tirer parti pour la fabrication de ses produits à lui. Et juste alors, peut-être pour rebondir, j'aimerais, Grégory, on avait évoqué ce changement finalement un pivot dans le modèle économique de l'entreprise. Ça, c'est intéressant parce que ce que vous évoquez là, Pierre, il y a un petit peu de ça. Il y a déjà le travail sur la matière, la ressource. Là, on est d'accord, on cherche. Il y a de l'imagination chez les industriels. L'exemple que vous donnez en est la preuve. Il y a aussi ce changement de pivot dans le modèle économique de la boîte. Tiens, comment je vais me servir de l'économie circulaire pour changer un peu mon business model? Vous avez des choses à dire là-dessus, Grégory? Oui. En fait, je pense que moi, je pense que l'économie circulaire, il y a de plus en plus... la matière, c'est l'avenir, en fait. Si on n'a pas la matière, il n'y a pas l'avenir. On le voit avec l'actualité. Hein, et on regarde la décarbonation. C'est pas du cloud, c'est du cuivre, la décarbonation. Le cuivre, 90% des réserves de cuivre connues aujourd'hui seront épuisées en 2050. Donc, est-ce qu'on va tous rouler en Tesla demain
avoir des autoroutes avec des bobines en cuivre pour se recharger par induction. Enfin, il n'y aura pas assez de cuivre en fait pour faire tout ça. Donc, alors, on peut encore faire de nouvelles mines, pas en Europe bien sûr, etc. Donc, ça dégrade l'environnement, etc. On peut aussi se dire qu'on va rouvrir des mines en Europe pour se dire qu'on. Mais en tout cas, la question de la ressource, elle est fondamentale. Et donc une entreprise, moi le pivot en fait, quand on prend une start-up, c'est des gars le vendredi, ils disent mince, ce qu'on a fait ne marche pas. Comment lundi on fait un truc qui marche? Peut-être. Voilà. Donc là on est vendredi, l'industrie linéaire ne marche pas. On ne peut pas décarboner avec le cuivre qu'on a aujourd'hui. Les entreprises qui veulent décarboner, elles vont faire peut-être 30% en objectif SBTI de réduction, mais comme elles vont faire 30% de croissance d'ici là, les entreprises disent ma merde, en fait, j'ai rien décarboné en valeur absolue. Donc j'ai des entreprises qui me disent ça. Donc comment je fais? Est-ce que je dois décroître? Je dis bah non, peut-être pas. Il y a peut-être un autre volet qui est de dire une autre vision. Donc on va regarder autre part. Et il y a un chiffre qu'on n'en a pas parlé, mais il y a le Circularity Gap Report, qui est un organisme indépendant, un think tank qui a mesuré en fait que l'économie mondiale, elle était seulement à 8,6 ou 7% circulaire. On est à 8% d'économie. Même pas 10%. Même pas 10%. Eh ben, quand on aime l'optimisation et ça, mais alors on se dit waouh, quelle cata. Et oui, là, on détruit le vivant hein, avec tout ça. On détruit les océans, etc. Donc c'est dramatique, mais en même temps, au début du siècle, il y a des études qui montraient qu'on était à 60%. Donc on est passé dans l'industrie de masse, la culture du jetable, on en parlait un petit peu en introduction. Et les masques étaient lavables dans les années 60, dans les hôpitaux. Mais comme on est arrivé avec les matières synthétiques pas chères, fait des réductions de coûts, c'est quand même con de les laver. Tu peux les jeter direct. Les bics jetables, c'est trop cool, mais on les jetait direct. Enfin, donc en fait, voilà, il y a tout un champ d'opportunités, d'innovation liées à ces 92% d'économie non circulaire qu'on peut chercher et créer des nouveaux modèles économiques pour ça. Les voitures, elles sont utilisées 5% du temps. Donc on peut développer l'économie du partage. Je ne parle pas des voitures autonomes qui sont très gourmandes en techno, il n'y a pas assez de cuivre. Donc ça, c'est un peu une techno-zombie, quoi, j'appelle. Voilà. C'est un peu mort-né, mort-vivant. Je veux bien débattre après. Mais en tout cas, on peut voir l'économie du partage, allonger la durée de vie des produits. Ça, et les clients qui me disent, moi, ton camion va durer 2 fois plus longtemps. Eh ben, je suis content parce que c'est des capex en moins. Mais ça ne veut pas dire que c'est le camion au même prix et non, je fais 2 fois moins de ventes. Non, ça veut dire des services de réparation, ça veut dire de la maintenance prédictive où là, la technologie, le digital, il est super intéressant parce qu'il vient servir l'économie de la ressource. Derrière, c'est mon camion. Je peux le revendre sur la seconde main. Je peux faire du remanufacturing. Remanufacturing, c'est je refabrique un moteur à partir du premier moteur avec 70% des pièces. C'est possible. Et on le revend. Aujourd'hui, ça peut se revendre plus cher. Que les pièces avant étaient conçues de façon plus résistante. Mais maintenant, c'est plus simple. C'est le fait aujourd'hui. Oui. Renault Trucks fait 15% de son chiffre d'affaires de pièces de rechange sur des pièces remanufacturées. Donc, il récupère, qui répare et qui remet et en marge plus sur ces pièces-là. Donc, en fait, ça génère de nouveaux business models qui génèrent des nouveaux relais de croissance qui sont beaucoup plus intéressants, plus riches, plus partenariales, qui créent de l'emploi. Là, il y a Ugitech qui font des aciers longs inoxydables, 75% recyclés. Ils vont passer à 100% recyclés. Pour passer à 100% recyclés, ils vont récupérer des piles alcalines, des accumulateurs. Et ils vont créer une usine qui va, à terme, générer 150 emplois en Haute-Savoie sur de l'acier. Donc, en fait, c'est créateur d'emplois, c'est créateur de nouveaux modèles économiques. Et je pense que sans ça, demain, quelqu'un qui vend un produit qui n'est pas réparable, qui est obsolescent, qui est avec des matières plastiques, il est hors jeu. Il n'a pas le droit de rentrer dans le magasin, quoi. Carrément. Alors je regarde, j'ai l'œil sur le chrono, il nous reste 1 minute. Le sujet, il est passionnant. On voit qu'il ouvre beaucoup de perspectives en termes de travail sur la matière. Tout ce que vous avez cité, là, Pierre, c'est vraiment intéressant à suivre. Et puis ça me prouve que les industriels sont très impliqués quand même sur cette thématique. On suivra bien sûr la sortie du livre, Grégory, vous m'aviez dit, c'est chez Duno en septembre. Pivoter vers l'industrie circulaire. Ok, génial. Benjamin, on vous retrouve vous sur la plateforme de Repetita.co qui est lancée, qui est live depuis 5 mois. Exactement. Et juste les entreprises sont très intéressées. Nous, les marques qu'on va voir, en fait, c'est vraiment une solution pour eux parce qu'il y a une vraie volonté qui est déjà ancrée de dire, en fait, ces produits, nous, on voudrait trouver des solutions, mais on les a pas encore, on n'a pas le temps, et du coup, il
on sent que c'est une lame de fond qui est en train de se mettre en route. Génial. Muriel Belsetim, on vous retrouve sur le salon ici. Tout à fait. Voilà. Démonstrateur. Présent en force. Et puis découvert Pierre, on pensera à vous de temps en temps quand on sera dans les rayons de supermarché. Tu sais que là, il y a 5% de matière en moins. Bon, il y a 1 gramme de moins. Il y a 1 gramme de moins. Ça se trouve, ouais. Merci à tous les 4 d'avoir partagé vos expériences. Merci à vous toutes et tous d'avoir assisté à cette table ronde. Très bon salon. On enchaîne juste derrière avec une nouvelle table ronde sur la diversification. Très bonne journée à vous. Merci Jacques.